Bonjour à toutes les personnes qui se sont donné rendez-vous pour notre webinaire des les enjeux de l'immigration pour les entreprises. Donc aujourd'hui, mon nom c'est Amélia Lopez, je fais partie de l'équipe de Complexix et je suis représentant au développement et j'ai une spécialité, une expertise dans les domaines de la diversité culturelle et dans le monde extraordinaire de l'immigration, que c'est tout le monde qui nous interpelle, mais aussi que plus qu'on est à l'intérieur de ces expériences et de ces experts et des personnes qui sont dans les domaines, plus qu'on se rend compte à quel point cet sujet est pas seulement d'actualité, mais sinon aussi un sujet d'humanisation des processus qui sont des fois un petit peu ardus de comprendre et de suivre, mais aussi ça représente l'évolution de notre civilisation en tant qu'êtres humains interconnectés partout. Donc aujourd'hui, pour cet webinaire, les enjeux de l'immigration, on a eu la possibilité d'inviter les intervenants qui vont être avec nous 1 heure de temps. Ça va être à partir de 14 heures jusqu'à 15 heures. À la fin de la participation de tous et chacun, on va avoir la possibilité d'ouvrir un espace de questions-réponses. Et vous tous, donc s'il vous plaît, notez les questions pour la fin de notre rencontre. Chaque intervenant va avoir la possibilité de partager son point de vue, son enjeu et son spécialité sur ce sujet-là. Il va y avoir une intervention de présentation de 6 minutes approximativement. Et évidemment, j'aimerais aussi me permettre de les présenter individuellement pour que toute cette expérience et ce partage qu'on va pouvoir passer avec vous durant ces 60 minutes puisse être de plus en plus enrichissant. Donc, je vais ouvrir vraiment cette panel d'experts en présentant M. Denis Hamel, vice-président du Conseil des patronats du Québec. Merci, Denis, pour être de notre aujourd'hui. On va aussi, je me permets de présenter à Madame Christine Lagacé, conseillère consultante en immigration de ISA Immigration. Merci, Christine, pour être de notre aujourd'hui. Et je présente et j'introduis aussi Madame Karine Ouellette, présidente de Reloc Québec. Alors, Karine, merci aussi pour ta présence. Et évidemment, notre directrice experte en développement organisationnel, Madame Julie Dupuis. Dans les programmations, nous avons eu, merci Julie pour être des nôtres, on avait présenté aussi à Madame Kim Sanjor, qui est la directrice de francisation et gestion de la diversité des complexes X, cabinet conseil et centre de formation. Malheureusement, Kim ne sera pas des nôtres, étant donné qu'il y a un état de santé qui l'empêche. Aujourd'hui, Julie me disait qu'elle est clouée au lit, donc elle ne pourra pas être avec nous. Mais c'est Julie qui va nous donner les volets aussi, étant donné que ça fait partie de nos expertises en tant que cabinet conseil. Donc alors, merci encore. Je vous rappelle que l'objectif du webinaire est de mettre en lumière les différents enjeux que vivent les organisations, les entreprises face à l'immigration et que chacun va proposer des angles et des solutions qui reflètent les meilleures pratiques en entreprise que nous connaissons à date. Donc, alors merci infiniment à nouveau et étant donné qu'on a déjà fait la présentation et l'introduction, je me permets donc de donner la parole à Denis Hamel qui va nous permettre d'avoir une mise en contexte sur tout ce qui l'enjeu de l'immigration représente, surtout pour les entreprises. Donc, merci Denis, à toi la parole. Merci, Amélia. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour spécial à mes collègues panélistes. Bien sûr, on est ici pour parler d'immigration. On disait avant d'entrer en ondes, on parle beaucoup d'immigration. Il y avait hier un sommet sur l'immigration à l'Assemblée nationale dans les dernières semaines, trois semaines d'écoute sur les consultations sur l'immigration. Ça avait même fait l'objet de la précédente campagne électorale. Alors, on parle beaucoup d'immigration. Et ce que je voudrais faire dans les 5 minutes là, qui me sont allouées, c'est un peu mettre la table. Dans le fond, pourquoi soudainement on parle d'immigration et qu'on a ce consensus-là, à savoir est-ce qu'on devrait accepter plus ou moins d'immigrants avec les différents statuts, pourquoi? Alors, je vais faire quand même rapidement un tour avec vous. Et peut-être en partant du fait que la réalité, on dit que les chiffres sont têtus, mais malheureusement, ils nous amènent vraiment sur la réalité. Vous savez, comme nous tous, le Québec vieillit, mais contrairement à nous, il vieillit très rapidement.
La population québécoise est une des populations les plus âgées du monde occidental, avec l'Italie et le Japon. Et nous avons aussi, paradoxalement, le plus bas taux de fécondité. Vous savez que pour assurer la pérennité d'une population, on dit qu'il faut à peu près un taux de fécondité entre 2 et 2,2. Statistique Canada révélait la semaine dernière qu'on est à 1,33. Alors, la pénurie de main-d'œuvre qui est causée par le départ à la retraite des baby boomers, donc cette grande partie de travailleurs et de travailleuses qui a développé le Québec dans les dernières années et qui maintenant aspire à la retraite, et le peu de gens qui arrivent derrière fait en sorte qu'on est en pénurie de main-d'œuvre maintenant. Et certains démographes disent jusqu'en 2045, certains disent 2060. Donc, l'immigration, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Lorsqu'on regarde la situation économique, alors plusieurs d'entre vous êtes en entreprise, la pénurie de main-d'œuvre, ça vous dit quelque chose. Jamais on a eu autant de personnes en emploi au Québec depuis qu'on tient des statistiques. Le taux de chômage au Québec avoisine les 4,5 %. Le plein emploi étant théoriquement 5 %. Et il y a 11 des 17 régions administratives du Québec qui sont sous les 4 %. Alors vraiment, là, c'est des difficultés d'emploi qu'on trouve partout au Québec. Je disais tantôt, on n'a jamais eu autant de personnes en emploi. Vous savez que parmi tous les pays de l'Organisation de coopération et développement économique, donc les 25 pays peut-être les plus industrialisés sur la planète, nous avons le record du taux d'activité chez les personnes entre 25 et 55 ans. 85 % des gens dans ce groupe d'âge-là travaillent. Alors, on a beau dire, oui, on a des gens au chômage, oui, on a des gens éloignés du marché du travail, mais ils sont très, très peu nombreux. Alors, si on veut croître, nos entreprises, bien sûr, veulent croître, veulent augmenter leur productivité, veulent augmenter leurs ventes, leurs exportations. On a besoin de gens. Alors, on ne peut pas les trouver ici. Ils sont en nombre insuffisant pour combler les différents postes. Différents postes, vous avez vu les chiffres, 200 000 postes vacants, et c'est très stable depuis 2 ans. Ça a augmenté beaucoup après la pandémie. Et là, même si on sent un certain ralentissement économique, les chiffres de taux de chômage et de postes vacants ne bougent pas. Et pour la première fois dans l'histoire du Québec, il y a plus de postes vacants que de chômeurs. Alors, c'est assez inhabituel. Puis même, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui est de la région de Québec, capitale nationale, c'est même 2 postes vacants par chômeur. Alors, c'est assez inusité comme situation de retrouver un marché du travail qui est aussi, je dirais, déstabilisé dans le sens qu'on a très, très, très peu de gens pour pourvoir les postes. Selon la Commission des partenaires du marché du travail, il y a 234 professions qui sont en déficit. Et quand on dit en déficit, c'est que même quand on regarde les jeunes qui sont à l'école ou les gens qui retournent à l'école pour avoir de la formation, dans 234 professions sur les 400 et quelques qui l'examinent, on n'arrivera jamais à avoir assez de monde ici pour pourvoir ces postes. Alors tout ça met, dans le fond, la table il faut aller chercher la main-d'œuvre. Donc, si elle n'est pas ici, si on ne peut pas augmenter en grand nombre la population active parce qu'on est déjà pas mal au plafond, si vous me permettez l'expression, bien, il nous reste l'immigration. Mais le Québec a fait des choix. Vous savez, on a une situation assez unique au Québec. Nous sommes la seule province canadienne qui choisit son immigration économique. Je peux choisir de l'augmenter, je peux choisir de la limiter ou de la diminuer selon des aléas trop souvent politiques, mais en principe économiques. Le Québec a fait des choix que de limiter l'immigration permanente à environ entre 40 et 50 000 personnes dans les dernières années. Nos voisins des autres provinces canadiennes ont fait le choix inverse, c'est-à-dire d'augmenter l'immigration permanente au détriment de l'immigration temporaire. Donc, au Québec, on accueille beaucoup plus de temporaires que de personnes permanentes. Lorsqu'on parlait des chiffres d'immigration, on disait, le Québec, est-ce qu'on devrait accueillir 50, 60 000 personnes immigrantes par année? L'année passée, on en a accueilli 425 000. Alors, 425 000, pourquoi? Parce que le marché du travail en a besoin. Alors, il y a bien sûr l'immigration permanente, il y a l'immigration humanitaire pour respecter nos engagements, demandeurs d'asile, réfugiés, réunification familiale, mais reste que le marché du travail est extrêmement demandeur de personnes immigrantes. Alors, c'est pour ça qu'on atteint des chiffres quand même assez extraordinaires, surtout des temporaires, mais aussi des permanents.
je pense que, Amélia, ça fait un bon tour de table. Je pourrais revenir sur ce sujet plus tard lors de la période de questions. Et merci, Dani. Et effectivement, c'est un bon tour de table et ça nous permet aussi d'avoir une perspective que ce n'est pas une problématique qui vient de quelques années, c'est quelque chose qu'on voyait venir et qu'il s'est parlé, qui se disait, les statistiques, comme tu dis, c'est des chiffres qui nous donnent des tendances et qui nous préparent un petit peu pour qu'est-ce qui puisse venir, mais en réalité, tant aussi longtemps que les faits sont là, et des fois, on n'est pas prête vraiment à mettre en place des actions concrètes qui puissent voir la problématique. Et on voit normalement comme un angle et on ne voit pas tous les besoins que cette solution puisse apporter. Donc, merci, Denis. Je pense que ça nous donne une vision assez générale. Et à ce moment-là, j'irai avec les côtés de la spécialisation en immigration, Christine, si tu me permets, parce Oui. qu'en tant que consultant en immigration, évidemment, tu vois tous les côtés de la solution, c'est-à-dire on se tourne vers l'immigration, mais pour ça, il faut être vraiment d'abord consultant reconnu et au Absolument. niveau international et au niveau national pour que tu puisses exercer ce métier. Et comme Denis nous disait, au Québec, on a la tâche de pouvoir sélectionner les personnes qui rentrent dans notre territoire. Donc, ça veut dire qu'il faut être assez formel dans tous les processus pour qu'on puisse accompagner de la paire ce processus-là. Donc, je te donne la parole pour que tu nous donnes un petit peu la perspective de comment, de ce côté-là, de la solution à cette problématique, on adresse l'immigration. Merci beaucoup, Amélia. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs, participants, participantes. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Écoutez, c'est comme on disait avant, entre nous, là, les panélistes, au début, l'immigration, c'est un spectre très large et long. Et là, j'ai choisi cet après-midi d'utiliser un peu l'actualité des derniers jours pour ceux et celles là, qui ont suivi un peu, et pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. On a vu Radio-Canada a mis en lumière le fait que Bombardier récréatif à Valcourt avait écopé de 76 amende là, de 76 récriminations provenant de la CNSST auprès de ces travailleurs étrangers temporaires. Alors, on peut se dire, mais mon Dieu, Bombardier, BRP, qui est une multinationale, qui est une très grande entreprise, comment se fait-il qu'ils ont les ressources pour être au parfum? Alors, imaginez une entreprise de plus petite taille qui a moins de ressources, comment elle peut conjuguer avec l'embauche de travailleurs étrangers. Et là, je vais vous enligner peut-être sur les angles morts. Évidemment, on pourrait prendre toute l'heure pour parler de ça, mais je vais vous donner quelques angles morts à avoir en tête. Alors, pourquoi, d'après vous, BRP a écopé autant de plaintes? En fait, c'est la majorité pas des plaintes, pardon, des infractions. Merci Christine. Ça, c'est ma sinusite qui me fait ça. Bref, en fait, c'est sur le salaire et les conditions de travail qui n'ont pas été respectées, qui étaient inférieures ou supérieures par rapport à l'offre d'emploi ou par rapport à l'emploi qui a été précisé dans le contrat de travail du travailleur étranger. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que embaucher un travailleur étranger, ce n'est malheureusement pas aussi flexible qu'embaucher un travailleur local. Les programmes de travailleurs étrangers temporaires ont été mis en place sous le couvert de la loi sur l'immigration et son règlement canadien. Et comme le disait Denis aussi dans sa présentation, le ministère de l'Immigration et de la francisation de l'intégration du Québec a aussi un rôle à jouer dans la sélection des travailleurs étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? C'est qu'au niveau fédéral, ils vont s'assurer que vous, comme employeur, vous affichez votre poste et il faut que vous démontriez qu'au niveau local, il y a vraiment une pénurie, que vous n'êtes pas capable de combler le poste en question. Et
dans la demande auprès du fédéral, de Service Canada, il faut que vous décriviez de façon très précise vraiment les conditions d'emploi, le salaire, le poste, les compétences que vous recherchez. Et on va venir amalgamer ce descriptif de poste-là à ce qu'on appelle une classification nationale des professions. Et donc, vous me voyez venir. Là. Si on embauche quelqu'un, un soudeur, par exemple, dans notre usine, je vais afficher, moi, aux ressources humaines, je suis directeur des ressources humaines, je vais afficher un poste de soudeur, puis ça va être une description de base, ou enfin bref, sur ce que je recherche, mais elle sera pas, une fois que je vais l'avoir embauché, s'il fait l'affaire, puis je veux lui donner une augmentation, je vais probablement pouvoir le faire, ça va être flexible, ce qui n'est pas le cas avec les travailleurs étrangers. C'est pour ça qu'au niveau de la planification organisationnelle, la planification d'embauche, il faut qu'il y ait vraiment une structure et comment je dirais ça, une vraie organisation, excusez, je dis le même terme, là, pour venir vraiment donner une chance à votre entreprise de cibler les bonnes compétences et les bonnes personnes que vous allez aller chercher à l'international. Et c'est merveilleux parce que la personne que vous allez aller chercher a probablement plus de chances de répondre à vos besoins que si vous le faisiez de façon plus de façon moins structurée peut-être que si vous le faisiez au niveau local. Puis, je ne suis pas en train de dire que les ressources humaines ne sont pas structurées, c'est pas ça du tout. Mais au niveau international, le gouvernement va s'assurer que votre travailleur étranger n'est pas une menace non plus pour le Canada. Donc, vous allez avoir un travailleur qui a fait ce qu'on appelle la biométrie, qui a en fait donc qui a pas de casier judiciaire et qui a aussi fait des tests de santé, donc qui est pas non plus une menace pour notre système de santé. Donc, vous, comme employeur, c'est quoi l'angle mort? Je reviens à mon explication du début qu'on a vu dans les médias de cette semaine. Votre angle mort, là, c'est qu'il faut absolument qu'au niveau légal, qu'au niveau organisationnel, que vous ayez vraiment des registres, que vous assuriez que, merci Amélia, et que vous assuriez que vous répondez aux conditions de travail et aux avantages sociaux, aux postes, la prise en charge que vous devez donner aux travailleurs étrangers. Et à cela s'ajoute au Québec, on disait tantôt que le gouvernement du Québec sélectionnait les travailleurs, mais en plus, on rajoute aussi la CNSST. Parce qu'une fois qu'il est en poste, il faut aussi déclarer nos travailleurs étrangers temporaires parce qu'ils sont soumis aux mêmes lois sur les normes du travail qu'un travailleur local. Donc, vraiment, ce que je vous dirais, là, je pourrais vous en parler d'en fond en comble, mais l'angle mort dans l'embauche, c'est vraiment le respect. Ah oui, puis les lieux de travail aussi. Je m'excuse, Amélia, je déborde. Vous ne pouvez pas non plus, si on dit un lieu de travail, c'est mon usine à Saint-Eustache. Mais si je veux l'envoyer, mon travailleur à Bécancour, il faut avertir le gouvernement. Tu sais, c'est ça, c'est la rigidité, en fait, au niveau des termes de l'embauche qui sont un des principaux angles morts pour vous éviter des infractions et des amendes qui peuvent être très salées. Effectivement, Christine, je pense que c'est surtout de s'appuyer avec des personnes qui connaissent. Tu vois, des fois, comme tu dis, on est au Québec, on a toutes les mêmes lois. C'est un pays dans lequel toutes les personnes ont les droits et on est régi par les mêmes contextes au milieu du travail. Mais on vient d'arriver au pays, comme tu dis, il y a tellement de petits détails et la solution en réalité que tu nous proposes, c'est de bien s'informer, de bien préparer, de bien planifier à l'avance, de ne pas prendre les choses par acquis. Et évidemment, des fois, on dit on va apprendre essai-erreur. Mais des fois, cet essai-erreur, quand on parle d'immigration, on est en train de parler des projets de vie. Et on est en train aussi des entreprises qui vont vouloir continuer à fonctionner grâce à l'immigration, mais quand ils sont confrontés à des enjeux tellement grands comme ça, en réalité, au lieu d'apporter une solution en principe, on est
confrontés à résoudre des problèmes qu'on n'avait pas vus. Donc, l'importance de pouvoir bien s'informer, de sensibiliser, de se préparer est capitale. Et je retiens ça de ton intervention, Christine, et que ça nous humanise tous, hein, parce qu'on est en train de parler des êtres humains. Donc, ça nous donne la possibilité, évidemment, quand les personnes ils ont déjà suivi, les entreprises sont ici. Et la première chose, c'est qu'on a on a notre permis de travail, on arrive, les entreprises, ils ont hâte de les recevoir, mais il y a le contexte de la vie à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire, il faut les relocaliser, il faut les installer, il faut penser aussi à la famille, aux besoins qui viennent avec. Donc, ça va me donner aussi l'introduction pour notre spécialiste en relocalisation, Karine Ouellette, qui va nous parler exactement de cet angle. Merci, Karine. Donc, c'est à toi la parole. Merci, Amélia. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Moi, c'est le sujet intéressant, je trouve, qui nous passionne parce qu'on parlait avec Christine un peu des obligations légales. Et puis là, on tombe sur autre chose. Quelles sont les obligations peut-être morales? Hein? C'est quoi les impacts de soutenir nos travailleurs étrangers? D'abord, j'aimerais un peu revenir sur le concept de relocalisation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? La relocalisation, c'est un concept qui vise d'abord le soutien à l'installation des travailleurs étrangers temporaires ou d'autres types de nouveaux arrivants au Québec ou dans le monde, là, dans le lieu de notre pratique. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Les employeurs, généralement, ont entendu parler d'accueil à l'aéroport, de démarches administratives, de recherche de logement. Hein, le logement étant un sujet dont on discute beaucoup présentement dû à une certaine crise ou une pénurie de certains logements dans plusieurs régions, si ce n'est pas dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ces aspects qui sont importants. Mais on parle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un des plus grands projets dans la vie de quelqu'un, une mobilité internationale, c'est un déménagement. On sait tous ce que c'est un déménagement. C'est un déménagement international. Les gens perdent tous leurs repères. Ça prend un côté d'aventure, un côté de courage pour vraiment s'expatrier dans un nouveau pays, perdre tous nos repères, perdre notre réseau de contacts qui est si important, recommencer. Donc, au vu de tout ça, on a affaire à des êtres humains et on est dans un contexte de soutien qui vient un peu informel. Qu'est-ce qu'on fait? Bon nombre d'entrepreneurs et de gens d'affaires à qui j'ai eu la chance, l'opportunité de parler dans les dernières années peuvent le voir en bon québécois. Les gens vont se débrouiller. Hein? En bon québécois qu'on est, on a beaucoup la valeur d'autonomie présente généralement. Donc, on peut peut-être avoir tendance ou penser que c'est une portion qui est moins importante une fois qu'on a fait notre recrutement, une fois qu'on a passé par la voie d'immigration, ça nous a demandé beaucoup d'énergie, on a dû se préparer, ça a coûté des sous. Ben peut-être que là, on se dit, on est bien, notre travailleur arrive et voilà, ça commence. Ben, ça ne fait que commencer l'intégration. L'intégration, c'est un concept qui démarre dès le pays d'origine des gens. C'est comme penser avoir une famille, avoir des enfants. On rêve d'un projet, on imagine le projet et après ça, la réalité nous rattrape. Donc, il faut se poser la question comme employeur, mais comment on veut accompagner nos gens pour idéalement qu'ils puissent être dans un niveau de réalisme pour éviter des grands chocs culturels, éviter des histoires catastrophiques, éviter des problématiques à l'arrivée, que ce soit des problématiques terrain sur justement l'accès au logement ou autre, ou que ce soit des problématiques des enjeux culturels, ou est-ce que par manque de communication, par manque de préparation, les gens arrivent et ne s'identifient pas, ne trouvent pas leur repère et échouent leur projet. Ultimement, qui échoue? Ben, c'est l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui perd son travailleur. On sait très bien que ça coûte beaucoup plus cher. Une fois attirer, c'est facile. On le disait au sommet de l'immigration, attirer, c'est facile. Retenir, c'est une autre chose.
Donc, il faut penser qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du milieu de vie du travailleur. C'est notre angle mort, nous, de notre côté. Puis comment on peut accompagner notre travailleur et bénéficier de cet accompagnement-là pour une meilleure efficacité en emploi. Parce que quelqu'un qui est heureux dans sa vie va être heureux au travail, généralement, va donner une meilleure performance également. Et ces gens-là il y en a qui vont arriver avec une certaine vulnérabilité, mais outre ça, selon la personnalité des gens, il va y avoir des moments de vulnérabilité dans le projet. C'est officiel parce que les gens vont peut-être dans des situations de la vie courante devoir prendre un transport, avoir un problème de santé, plus savoir comment gérer, à qui s'adresser, pas avoir de filet social pour s'entraider, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir nécessairement des moments de vulnérabilité dans le projet. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, comment, dans ce contexte-là, les employeurs peuvent accompagner leurs travailleurs? C'est sûr qu'il y a un certain niveau de sujet de notre côté, nous, qu'on traite toujours avec les travailleurs étrangers. On les prépare depuis le pays d'origine. Donc, on va faire une analyse des besoins, comprendre c'est quoi leur niveau de connaissance sur ce qui s'en vient, leur niveau d'attente, comment on peut niveler ces attentes-là, comment on peut les préparer. Le transport, le logement, le système de santé, le système d'éducation. Il y a énormément le système bancaire, les documents, comment faire l'arrivée, etc. Comment on va les accompagner à ce niveau-là. Donc, prendre le temps de voir tous ces aspects pour qu'ils soient vraiment en accord. Mais c'est pas juste une simple question de checklist. C'est pas juste avoir coché puis avoir préparé tout ça. C'est aussi après ça d'accompagner au fil des étapes. Et c'est là que ça demande une expertise. Si on l'a à l'interne, il faut l'avoir préparé, avoir fait un peu tracer notre parcours, comment on va accompagner, on va soutenir, on le pense, les gens à l'extérieur. Et si on n'a pas l'expertise, encore, ça revient, Amélia, à ce qu'on a dit, de se faire accompagner pour pouvoir justement pas éviter ces situations difficiles puis s'assurer qu'on va travailler pour cette rétention, que nos gens soient bien. Et j'aimerais finalement ajouter un dernier aspect, là, j'arrive au bout de mon temps. Pour revenir à la responsabilité des employeurs, quelle est la responsabilité? Donc, on n'est pas sur l'aspect local, légal, je dois payer un billet d'avion, je dois faire ceci, je ne dois pas oublier cela. Je reviens à ma responsabilité morale ou éthique. Quelle place on veut prendre? On a la moitié de ces gens-là qui sont temporaires, qui vont passer, Denis l'a dit, sur la voie permanente ensuite. C'est l'enrichissement de nos collectivités. Comment on se positionne comme employeur dans ce contexte-là d'évolution de notre société québécoise, d'une part, et d'autre part, pour la rétention et la croissance de notre entreprise, comment on choisit d'accompagner ces gens-là ou non, pour, après ça, voir le succès, retenir ces gens-là, puis pouvoir évoluer avec eux. Donc, ça nous amène au prochain intervenant. Amélia, je te repasse la parole. Merci, il y a le volet Karine. externe, mais non, on va passer au volet interne. Oui, merci Karine. Mais comme vous voyez, pour les personnes qui sont en train de s'écouter entre les intervenants, c'est à chaque fois, on ajoute une couche à quel point c'est intéressant, à quel point tous ces angles nous amènent à réfléchir comment, comme société, nous sommes en train d'évoluer aussi, de grandir avec ces expériences-là. Et je dis, il y a 10 ans, quand je suis arrivée ou avant, et on retourne, il n'y avait pas toutes ces réflexions-là, il n'y avait pas toutes ces expertises qui se sont développées dans les temps. Et aujourd'hui, on a encore à développer toutes ces expertises aussi. Donc, c'est quelque chose qui est évolutif, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Les décisions gouvernementales, tous les paliers, tous les spécialistes, les professions qui sont en train de découler de ça. Et je pense que ça, c'est la richesse aussi de notre société. Mis à part ça, évidemment, quand les personnes sont déjà, comme Karine dit, faire une évaluation des besoins, identifier tout ce qu'ils ont besoin, et moi, en tant qu'immigrant, je peux le dire aussi, l'intégration finit jamais. C'est un processus de toute une vie. Donc, je suis déjà 18 ans, 20 ans ici. Il y a encore des aspects d'intégration, d'apprentissage que je dois intégrer en moi avec mes enfants, avec mon conjoint aussi. Mon conjoint est made in Québec, je le dis toujours, un petit peu en blague, il est ici. Donc, on vit cette intégration au milieu de notre famille aussi.
Donc alors, et moi j'aimerais évidemment avec cet angle que Karine nous a donné de tout ce que ça implique l'intégration, que c'est un processus, donner la parole à notre très chère Julie Dupuis, elle est spécialiste en ressources humaines. En réalité, c'est une experte en développement organisationnel. Et comme Julie nous a dit tantôt, on voit vraiment dans les grandes, petites entreprises, comment tu vois ce processus-là, Julie, à l'intérieur des entreprises? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Quelles sont les solutions, les apprentissages qu'on peut apporter pour les entreprises qui sont en train de vivre cette situation-là? Premièrement, merci Amélia, merci tout le monde d'être avec nous. C'est passionnant de pouvoir parler de ce sujet-là. Puis on était ensemble hier au sommet de l'immigration, puis on disait justement qu'on pourrait en parler pendant des heures, puis animer tellement de rencontres ensemble pour mobiliser. Karine, quand tu parles de côté technique, maintenant on parle de l'humain. Ben moi, je vais dire aussi, quand on rentre en entreprise, moi c'est ma passion. C'est comment est-ce qu'on peut faire justement pour faire en sorte qu'on est un employeur qui rayonne, un employeur qui met en place les bonnes pratiques, un employeur qui est un citoyen corporatif responsable. Parce qu'au-delà des obligations légales et morales, comment est-ce qu'on veut faire les choses? Comment est-ce qu'on veut forger justement cette gestion de la diversité dans notre société? Il y a des angles anthropologiques hyper importants. Et je crois fondamentalement que ce qu'on est en train de mettre en place dans les prochaines années, maintenant, toute cette prise de conscience-là, Amélia, que tu dis qu'il n'avait pas il y a quelques années, bien, ça nous porte à réfléchir puis à faire les choses différemment, à prendre du recul, à observer et justement à mettre en place des pratiques qui sont différentes. Puis, si je recule il y a 30 ans, c'était un marché qui était différent. Denis, tu as parlé aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre, de postes à combler. Bien, il y a 30 ans, on n'était pas là. On restait dans le même emploi tout le temps. Le style de gestion, c'était un petit peu coup de pied dans le derrière. Puis, tu sais, tu étais chanceux d'avoir une job. Tu sais, on était vraiment dans un contexte qui est différent d'aujourd'hui. Où est-ce qu'aujourd'hui, ben, on a besoin d'être un employeur qui se démarque, qui rayonne, qui est bienveillant, qui est équilibré. On a toute cette pression-là en tant qu'entreprise. Donc, c'est pas juste la performance, c'est aussi la bienveillance. Et à ce moment-là, au niveau de l'intégration, ben, il faut justement se poser la question, qu'est-ce que je fais en termes d'intégration pour accueillir les gens? Puis là, on a eu une très belle mise en table là, de Denis, Christine, Karine. Vous voyez là, qu'on suit vraiment l'évolution là, jusqu'à l'entrée en entreprise. Et on voit qu'on a affaire à un humain. Hein? Au-delà du système, là, au-delà des papiers, c'est des humains. Donc, déjà, dans nos entreprises, on a du travail à faire pour consolider nos équipes, pour travailler sur notre culture. Et là, lorsqu'on ajoute cette couche-là, cette étape-là de gestion de la diversité, bien, c'est là qu'on voit qu'on a sérieusement un gros travail à faire au niveau de l'intégration. Il y a déjà une grosse majorité des Québécois qui disent ne pas aimer leur intégration en emploi. Là, on parle des travailleurs locaux, des Québécois d'ici là, qui parlent français, qui ont été ici toute leur vie, qui disent ben on se fait lancer, on se fait pitcher dans le milieu de travail, puis il n'y a pas vraiment de préparation. Lorsqu'on parle aux entreprises, c'est souvent un entraînement à la tâche. Tu sais, on va t'intégrer dans le milieu de travail, on va te former sur ton travail, puis c'est ça, on y va, puis maximum 3 jours, tu sais, on n'a pas plus de temps à mettre parce que on veut travailler. Il faut comprendre que lorsqu'on a affaire à un travailleur qui s'est déraciné, qui s'est relocalisé, qui a passé à travers toutes ces étapes-là, ben ça se fait pas comme ça se fait pas dans les mêmes temps. Il y a vraiment un côté psychologique, il y a un côté d'adaptation qui est présent. Et puis, lorsqu'on ressent beaucoup de stress, parce que c'est sûr que passer à travers tout ce processus-là, même si on l'a choisi, c'est stressant. Donc, le stress va faire qu'au niveau de l'intégration, lorsqu'on commence en emploi, ben, peut-être que la rétention d'informations ne sera pas la même. Peut-être qu'on ne va pas connecter avec les gens de la même façon parce qu'on est dans un langage différent, dans un environnement différent. Donc, il faut vraiment qu'on ait une prise de conscience comme entreprise puis de prendre ce recul-là et de dire, ben, on va évaluer nos pratiques, on va avoir un constat qui est clair, on va enlever nos lunettes roses. Hein, parce que moi, je dis tout le temps, on enlève nos lunettes roses, là, parce que si on veut travailler sur des processus d'amélioration, mais il faut être capable de faire un constat qui est juste. Puis après, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire petit pas par petit pas, hein, parce que la montagne peut être grosse, bien, on va y aller, puis on va implanter tranquillement des outils. Puis
de le faire de manière participative aussi. Donc, c'est pas juste l'affaire des ressources humaines. Moi, je travaille en développement organisationnel, qui est, oui, une branche des ressources humaines, mais on travaille sur l'amélioration de l'organisation et de ses systèmes et de ses humains dans sa globalité. Et on doit arrêter de penser que l'intégration des travailleurs étrangers, c'est juste aux ressources humaines que ça appartient. C'est quelque chose qui est collectif, autant dans la société que dans l'entreprise. Donc, il faut impliquer les différents acteurs, il faut les former, il faut les préparer. Et moi, quand j'ai une entreprise qui me dit « Ah, Julie, on se rappelle dans un an parce que mes travailleurs arrivent juste dans un an », mais non, mon Dieu, on est un an d'avance, on a le temps d'agir, de faire les choses comme il faut, on a le temps de mettre en place les bonnes pratiques, d'accompagner les gens, de se transformer dans les bons comportements adoptés en termes d'inclusion. Donc, il faut changer cette culture du travail-là de façon générale et de voir la formation, investir dans nos ressources, là, pas comme une dépense, mais vraiment comme des opportunités de développement pour rendre notre organisation plus forte. Donc ça, on a du travail à faire de ce côté-là. Merci. Bien dans le temps, on dirait, parce qu'on avait dit 6 minutes pour chaque sujet. Et je peux continuer merci. si tu veux. Mais je sais. Non, je te remercie beaucoup. Mais tout simplement pour dire, le temps étant le sujet le plus crucial dans tout ce processus-là. Comme décide tantôt, les entreprises, ils ont un temps à se préparer. Les personnes, ils ont aussi un temps à se préparer là-bas. Des fois, on ressent que ça va pas très facilement, Christine, au niveau des processus d'immigration, parce qu'on a l'urgence d'amener Denis, les main-d'œuvre pour des besoins criants dans les entreprises. Donc, cet angle de temps qui est vraiment un sujet très, dirais, intersectionnel, pour utiliser comme un mot, mais aussi que ça nous remet à nous dans une situation de comment trouver des solutions qui puissent s'accorder dans le temps des besoins de chacun. Donc, pour un, ça peut être trop lent, pour l'autre, ça peut être trop rapide, pour l'autre, ça peut être urgent. Et comment on se donne le temps dans cette intégration? On s'entend bien que pour aller chercher les personnes, comme je le disais, un facteur vraiment d'intégration au milieu de l'entreprise, les personnes y viennent pour une opportunité d'emploi que probablement ils n'ont pas dans son pays. Donc, ils ont une attente très grande. Et nous, on a la possibilité, des fois, on ne les comprend pas dans ces attentes. Et nous, en tant qu'entreprise, on a des attentes aussi importantes de la performance, des résultats de ces personnes qui viennent. C'est certain qu'il y a un facteur qui est très important d'unité aussi dans l'entreprise comme dans la société, c'est les facteurs de la langue qui ont travaillé énormément. Et à ce côté-là, Julie, je vais te donner la parole pour aller et rebondir. Le temps pour intégrer une langue, vous voyez, c'est comme vraiment un sujet à tenir en compte parce que ça dépend l'intégration d'un emploi, de l'intégration dans la société. Quand commencer à apprendre la langue, et il faut savoir aussi qu'il y a l'intelligence culturelle que chaque personne a développée plus ou moins selon sa condition de vie. Il y a des personnes qui sont très faciles pour les langues, il y a des personnes qui c'est très difficile d'intégrer une langue, mais il vient pour une opportunité de vie. Quoi faire avec ça, Julie? Quels sont les angles que tu nous apporterais à partir de l'expertise que nous avons ici à Complexe X? Oui, ben merci Amélia. Je prends la place de ma collègue Kim qui est clouée au lit, l'expression québécoise justement. Comme centre de francisation et également centre accrédité TCF par France Éducation Internationale pour la passation des examens qui permet justement d'obtenir un niveau de langue qui nous qualifie pour la résidence permanente, c'est quelque chose qui est venu nous mettre en question il y a quelques années déjà pour voir comment est-ce qu'on peut justement mettre en place le bon écosystème pour permettre d'apprendre une langue, parce qu'on sait apprendre une langue, ça ne se fait pas en cliquant des doigts. On a encore la pensée magique de dire on va faire venir des gens puis ils vont apprendre le français. Mais moi, je vous mets au défi, allez en Chine puis apprenez le mandarin. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Quand on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, après ça, on peut se remettre en perspective. Nous, on a développé un programme de francisation qui était vraiment orienté sur la culture québécoise, première des choses, parce que
Ici, le Québec, on ne parle pas le français international. Donc, on est beaucoup plus proche des émissions des Simpsons que de Radio-Canada dans un quotidien, là, dans la réalité de nos entreprises. Donc, pour nous, ça, c'était un angle qui était important. Parce que justement, tous les programmes qui existent de façon générale pour se préparer dans l'immigration puis apprendre une langue, ben, c'est un français international. Donc, nous, on a développé ce programme-là en francisation qui suit toutes les échelles du gouvernement, mais qui est orienté sur le français québécois. Et ça, ce programme-là, ben, ça peut être suivi avant. Donc, souvent, les entreprises vont commencer le processus de francisation quand le travailleur arrive ici. Alors que, on l'a dit, ça prend des mois, le processus d'immigration, voire parfois des années. On l'a vu pendant le COVID, les gens n'arrivaient pas. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette attente pour commencer un processus de francisation? Donc, il y a toute cette période de préparation-là qui peut aussi servir justement à s'initier avec la langue. Et une fois qu'on arrive ici, les employeurs doivent comprendre que bien, ça prend du temps. Ça prend du temps à s'investir pour apprendre une langue. Ça prend des moyens, des mesures, des gens, des ressources. Et il faut mettre les bonnes ressources en place pour que ça se passe. Donc, moi, j'ai vu des entreprises faire travailler des travailleurs pendant 12 heures et ensuite s'attendre à ce qu'ils prennent un cours de français après 12 heures de travail. Ou faire un quart de nuit puis prendre des cours de français le lendemain matin. Apprendre une langue, c'est cognitif. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'être dans un état reposé, d'être dans un état d'esprit physique prêt pour absorber justement toutes ces notions-là qu'on va venir nous transmettre. Donc, les employeurs, on revient aux citoyens corporatifs responsables, doivent mettre en place des horaires de travail et des mesures qui vont permettre justement d'être dans une position favorable pour apprendre une langue. Maintenant, ben, pour ceux qui sont des parents puis qui accompagnent leurs enfants dans le français à l'école, vous voyez aussi que c'est pas tout le monde qui apprend à la même vitesse non plus. Donc, on ne peut pas avoir un seul et même programme, mettre tout le monde là-dedans puis penser que tout le monde va suivre le même rythme. Il faut avoir un peu de recul par rapport à ça pour être objectif dans la démarche. On a aussi la notion de la langue maternelle. Donc, nous, on travaille beaucoup avec la phonétique et le codage des sons. Ce côté-là est important parce qu'une personne qui vient de la Chine ou de l'Amérique latine ou pays du Maghreb n'aura pas les mêmes codages au niveau des sons. On prend par exemple des gens de la Chine, il y a des sons et des syllabes qui n'existent même pas dans leur langue. Et même la ponctuation, on doit enseigner ou respirer dans une phrase pour prendre une pause et recommencer. Donc, il y a tout ce côté-là qui va au-delà de la langue, qui rend les choses beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Donc, il faut être réaliste dans nos attentes par rapport à la langue, mais il faut certainement s'investir parce qu'on le sait que les accidents de travail sont souvent liés à une mauvaise compréhension des procédures, des opérations, des directives ou des formations qui ont été données. Donc, ça, c'est une responsabilité qu'on a aux yeux de la CNESST de s'assurer que nos travailleurs sont dans un contexte où est-ce qu'ils ne sont pas en danger. Et pour moi, ça passe beaucoup par la compréhension de la langue. Donc, quand on parle de contrat moral, on se tourne vers cette solution-là pour la pénurie de main-d'œuvre. Bien, on doit être prêt à mettre les moyens en place pour accompagner nos gens, pour s'installer. Mais au-delà de ça, être capable d'apprendre la langue puis de fonctionner dans l'environnement le plus rapidement possible. Oui, effectivement. Et merci, Julie, pour nous avoir apporté tout cet effort que Complexix a fait pour développer cet outil, cette méthode qui puisse vraiment faciliter la vie à beaucoup de personnes. Et écoute, il y a des personnes qui ont pris des cours de français, ils continuent à prendre des cours de français, ils vont à la francisation, finissent la francisation, ont son certificat pour faire toutes les démarches, Christine, d'immigration, parce qu'on a besoin de ce papier-là, mais ils ne sont pas capables de s'exprimer à l'extérieur de son travail, avoir une conversation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'ils restent avec une petite communauté de son même origine, et par la suite, c'est les enfants qui vont intégrer les parents. Donc, il y a toute une réflexion à mettre en place et à reconnaître que ce n'est pas si facile qu'on les pense. Ben, C'est vraiment un effort, Julie. Oui.
Ben, je compléterais là-dessus parce que justement, souvent, les gens qui sortent du système avec le niveau de francisation, ils ont mis l'effort et tout ça, et arrivent chez nous pour faire l'examen de français et n'atteignent pas le niveau B2, donc le niveau de français intermédiaire qu'on a besoin, dans le fond, pour passer le test de français puis pouvoir demander la résidence permanente. Et là-dessus, ben, je vais inviter Denis parce que l'équipe du CPQ s'est penchée beaucoup sur ce côté de la langue-là et on a pu recevoir l'équipe du CPQ dans nos bureaux pour passer l'examen de français. Donc, on parle ici de 3 personnes québécoises nées ici avec un background universitaire, avec, on se met dans la meilleure situation possible. Puis, Denis, je vais te laisser expliquer comment s'est passé cet examen-là pour un peu partager l'expérience puis voir dans quelles conditions est-ce qu'on vient mettre nos travailleurs immigrants pour obtenir l'examen de francisation. En une phrase, c'était une belle leçon d'humilité parce que on ne réalise pas à quel point le français B2, niveau 7, comme dépendant comment on l'appelle, est difficile. Et nous, on l'a fait dans un contexte très festif, dans le sens qu'on voulait savoir c'était quoi le niveau 7. Mon emploi ne dépendait pas du succès ou de l'échec de ce test. Il n'y avait personne qui m'attendait en me disant « J'espère que tu vas le passer parce qu'on voudrait bien avoir notre certificat de sélection. » Bref, on était dans des conditions idéales. Bon, la bonne nouvelle, nous avons tous réussi avec beaucoup de difficultés parce que l'examen n'est pas facile. Même pour un francophone, bon, d'abord, il y a effectivement, Julie, tu l'as mentionné, c'est un examen français. Il y a des petites expressions. Moi, des vacances dans le 34, du coup, je connaissais pas ça. Là. Alors, il y a une adaptation. Le test va très vite et de plus en plus rapide. Donc, une personne, par exemple, qui aurait un léger déficit d'attention, qui, à cause du stress, serait peut-être pas dans des conditions optimales, je vois difficilement comment il pourrait réaliser le test. Et ça a été mentionné aussi, je pense que pour un francophone, pour ce que la ministre appelle des francotropes, donc des gens de langue latine, le niveau 7, après beaucoup d'efforts, on peut l'envisager. Mais j'imagine mal les gens qui arrivent d'Asie, d'Europe de l'Est. Essayer en 2 ans, 3 ans, réussir. Ça donne un stress énorme et à la personne immigrante et à l'employeur qui dit hey, s'il ne passe pas son test, je vais être obligé de renouveler son permis de travail, je ne sais pas combien de temps, est-ce que ça va être accepté. C'est stressant pour tout le monde. Et ça m'amène un peu, je dirais, au côté benchmarking parce que, vous savez, on est dans une économie mondiale. Il y a très peu de pays qui sont aussi rigides au niveau linguistique que l'est le Québec. Si vous allez au Canada, on parle d'un niveau 5. C'est beaucoup plus facile. Au Québec, on exige un niveau 7. La plupart des pays n'ont pas d'exigence linguistique. Ils font un peu comme on disait avant, en immersion, ils vont finir par l'apprendre. On sait que c'est pas le cas. Donc, l'exigence linguistique, on a aussi des lois du travail au Québec qui nous obligent à travailler en français. Donc, c'est pas une question de dire, bon, tu l'apprendras quand ça ira, on va travailler en anglais, on va travailler dans une autre langue. Non, on a une exigence linguistique au Québec. Des entreprises de 50 employés et plus, 25 bientôt, devront se conformer à la Charte de la langue française. Donc, tout ça rajoute, je dirais, une pression énorme sur les employeurs et sur les employés pour réussir une intégration. C'est un stress, je dirais, dont on se passerait très bien, ce qui nous a amené, nous, à militer pour un abaissement. Et c'est pas pour une question là, de qualité du français au Québec ou la survie de la langue, c'est juste d'être plus réaliste, d'être comme les autres et de dire qu'un niveau 5 permet de travailler en sécurité, permet de bien se débrouiller dans la vie, mais d'exiger un niveau 7 qui, soit dit entre nous, il n'y a pas la moitié des Québécois qui l'atteignent, Québécois de souche. Donc, pourquoi demander à un immigrant d'être plus francophone et plus d'avoir un meilleur français que nous? Effectivement, merci pour ton partage et merci Julie pour l'avoir apporté dans la discussion et dans le partage parce que ça nous permet d'englober et savoir que nous sommes vraiment dans un moment de grande réflexion comme collectivité et que chacun puisse apporter son côté des solutions et de pouvoir, à partir de l'expérience sur le terrain, d'avoir des réflexions sensées et de nourrir aussi
on dirait la conscience collective, c'est-à-dire que nous sommes tous dans les mêmes bateaux et que nous, on veut tous prospérer au Québec et qu'on veut que les personnes qui viennent restent, mais que aussi les personnes qui sont ici puissent bien accueillir et se sentir que c'est un atout de richesse culturelle et qui nous permet d'évoluer et grandir en tant que communauté, que collectivité, pas seulement dans l'aspect économique, que oui, c'est très important et au niveau des chiffres et de pouvoir bien être dans un scénario de prospérité à tous les niveaux, mais sinon comme des êtres humains, comme qu'on puisse devenir vraiment comme un référent au niveau international, parce que la migration, on le vit en Europe, en Asie, partout, et même des personnes d'ici, ils vont vouloir vivre ailleurs pour différentes raisons. La motivation, ça peut être différent, mais notre pays et le Québec s'affichent comme une destination de choix parce que nous, on dit, on a des emplois à l'international, c'est ça qu'on entend partout. On a des opportunités d'emploi, on vous accueille parce que nous avons besoin. Mais quand les personnes arrivent ici avec tout ce processus-là, est-ce qu'on est vraiment prêt à cet accueil dans nos réflexions, dans nos actions, dans nos cohérences? Donc, j'aimerais vraiment, il nous reste 10 minutes, un petit peu de partage pour clôturer cette partage et j'aimerais donner un petit tour de table pour chacun et pour qu'on puisse faire une conclusion, un wrap-up, comme on dirait, de cette panel qu'on a partagé aujourd'hui et avec un mot de réflexion pour nos auditeurs, pour les entreprises qui sont en train de nous écouter. Denis, à toi la parole. Bien, merci. C'est facile de boucler la boucle, c'est même le fun après ce qu'on a entendu de Christine, Karine et Julie. Je vais y aller sous forme de conseils aux employeurs. On s'appelle le conseil du patronat. Je vais donner des conseils au patronat, aux employeurs. Premièrement, si vous voulez faire venir un immigrant pour pourvoir un poste, vous êtes sur la mauvaise route. Ce n'est plus de maillage entre un poste et une personne. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus, je dirais, complet que simplement quelqu'un qui vient ici pour cocher une case ou remplir un poste. Deuxième conseil, il y a des coûts. Vous savez, il y a des coûts à l'immigration, de la préparation de l'EIMT, recrutement, intégration, on parle de la francisation, Karine a mentionné comment on doit aller tellement plus maintenant pour accueillir et bien intégrer les personnes et souvent ça va au-delà de la famille. Alors oui, ça va coûter cher, mais ça va vous coûter encore plus cher si vous essayez de le faire vous-même. Allez chercher les experts, allez chercher les bonnes personnes, allez chercher du conseiller réglementé jusqu'au recruteur, jusqu'à la personne qui vous accompagne en intégration. Si vous dites, il va l'apprendre le français ou il va s'intégrer dans le job parce qu'on parle français ici, puis tout va bien, puis qu'on est à Chicoutimi, tout ça. Non, ça ne marchera pas. Troisième conseil, soyez patient. Il y a des délais. C'est long. C'est très long. C'est plus long qu'ailleurs. Au Québec, c'est très long faire venir, que ce soit un temporaire ou un permanent. Mais comme Julie disait, ça vous permet de mieux vous préparer. Fait que c'est peut-être un avantage, mais en même temps, si vous voulez pourvoir un poste le mois prochain, l'immigration n'est pas la solution. Il faut prévoir. Puis finalement, je dirais, soyez conscient de la rigidité. Christine a dit, vous ne pouvez même pas, un travailleur temporaire, vous ne pouvez même pas lui donner une promotion, là. Oui, mais c'est très compliqué, refaire une IMT, tout ça. Alors, on a ici des programmes très, très rigides. Il y a une discussion même qui s'ouvre sur les permis ouverts, permis fermés. Il y a un petit peu d'incertitude. On parlait du français niveau 7 tantôt. Alors, vous avez vu dans l'actualité récemment des employeurs qui ont perdu des travailleurs de l'Abitibi vers l'Ontario. Les infirmières françaises qu'on a fait venir, il y en a qui sont partis en Ontario parce qu'ils ont la résidence permanente plus vite. Soyez conscients que ce ne sont pas des programmes parfaits, mais que bien accompagné, vous pouvez éviter bien des écueils. Merci, Denis. Et j'aimerais aussi écouter un petit peu Christine, Karine et Julie, tout simplement pour pouvoir bien clôturer cette participation. Merci, Denis. C'est vraiment bien résumé tout ce que les entreprises puissent aller chercher comme une vision plus globale du processus. Ben, écoute, Denis, j'endosse à 150% ce que tu viens d'expliquer. Ce que je pourrais rajouter, ça a été dit aussi par mes consoeurs, c'est de l'humain, hein? C'est de l'humain que vous allez chercher. Et souvent, malheureusement, nous, chez nos clients employeurs, comme Denis le disait, c'est pas juste cocher une case, OK, j'ai besoin de quelqu'un, je vais aller le chercher à l'international parce que je ne trouve pas ici. N'oublions pas qu'on
on travaille avec des humains et il faut avoir cette sensibilité-là. Là. On ne fait pas venir des matériaux là, du Maroc ou de l'Afrique francophone ou de l'Amérique latine. C'est des humains qu'on accueille chez nous. Alors, n'oublions pas ça. Vraiment, ça, c'est le point central là, dans la réflexion. Merci Christine. Karine, et par la suite, on va clôturer avec Julie. Oui, je vais y aller très rapidement parce que mes collègues ont quand même bien exprimé la conclusion que j'aurais faite, mais c'est de se donner, c'est ça encore une fois, les moyens, les outils de conserver nos gens ici. Je l'entends des fois, les employeurs qui disent aussi le risque d'aller recruter à l'international, c'est qu'on forme nos gens au Québec, puis parce qu'il y a certains programmes d'immigration, les gens peuvent quitter. Mais il ne faut pas oublier que les gens se souviennent aussi dans le cadre de ces émotions-là vécues quand on part d'un pays puis on s'en vient s'installer dans un nouveau pays, dans une nouvelle région au Québec. Les gens se souviennent, si on a bien pris soin d'eux, on les a écoutés, on leur a accordé de l'importance dans le projet, on n'a pas pris ça à la légère, bien, il y a plus de chances qu'ils veuillent continuer. On l'a vu je pense, dans la presse, il y a beaucoup d'écrits qui mentionnent que le salaire est important, les conditions, mais l'emploi, l'accompagnement des employeurs est d'autant plus important qui fait en sorte qu'on reste chez un employeur plutôt que de quitter. Donc, il ne faut pas l'oublier, puis prendre soin des gens, dans un processus international, c'est d'autant plus important. Merci Karine. Bon, Julie. En fait, merci Denis, Christine, Karine. Vous avez fait un très, très bon résumé tour de table pour terminer, pour clôturer. Moi, si je peux faire toujours ma petite allusion que je fais quand je termine une conférence, prenez-vous pour une petite auto Hot Wheels, là, tu sais, celle que dans les années 80, là, je trahis mon âge, là, mais tu sais, celle qu'on craquait par en arrière pour aller plus vite par la suite. Ben, c'est un peu ça, l'organisation. Aujourd'hui, il faut prendre le recul nécessaire pour être capable de se positionner. Et si on met en place justement les bonnes pratiques, oui, ça prend du temps. Il faut craquer par en arrière, il faut observer, mais après ça, on va beaucoup plus vite par la suite. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et ça, c'est un défi. C'est un défi parce qu'on manque de main-d'œuvre, mais c'est un défi aussi dans la culture du travail au Québec de façon générale. Qu'il y aurait une pénurie de main-d'œuvre ou pas de pénurie de main-d'œuvre, on doit prendre le temps de bien faire les choses, avoir une vision qui est plus stratégique et se donner les moyens, justement, pour être capable d'atteindre nos objectifs. Merci. Donc, au nom de nos panélistes, des personnes qui ont profité de votre expertise, Julie, Denis, Karine, Christine, vraiment, c'était une heure qui a passé trop vite. On pourrait en parler davantage, mais je pense qu'on a proposé vraiment des solutions et des angles pour cet enjeu de l'immigration pour les entreprises. De mon côté, remercier infiniment à toutes les personnes qui se sont donné rendez-vous, les rappeler qu'il va y avoir une rediffusion aussi. Donc, vous pouvez les partager parce que je pense que notre mission, notre finalité, l'engagement qu'on a toutes les personnes qui sont ici, c'est de sensibiliser, d'informer et de pouvoir donner des angles de réflexion. Parce qu'on est tous, comme Julie le disait dans un moment donné, une civilisation en cohésion sociale, c'est une responsabilité de tous les individus. Donc, on a fait aujourd'hui notre part, notre petit grain pour aller vers l'avant et on aimerait que toutes les personnes qui ont pu profiter de ça puissent aussi les démultiplier en grand nombre. Si jamais vous avez besoin de communiquer avec nous, vous avez nos coordonnées, on est là pour vous servir et sinon, avec ça, on pourrait clôturer notre panel en remerciant à nouveau à nos panélistes d'avoir pris l'engagement et d'avoir été présentes et très généreux aussi avec votre participation. Donc, de notre côté, avec Complexix, cabinet conseil, centre de formation, et on vous tient au courant de nos prochaines initiatives. Donc, à bientôt et à la prochaine. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.